Bienvenue dans cette capsule vidéo qui aura pour objectif de vous donner la correction des exercices du thème de mécanique dans le chapitre numéro 1. Voici l'exercice numéro 1. Je cherche à calculer le poids P d'un homme de masse de 80 kg sur Terre. Alors, je sais que le poids P est égal à M fois G. C'est-à-dire qu'ici, c'est la formule que je trouve dans mon cours. Je dois donc apprendre mon cours pour connaître cette formule. Mais aussi, je dois connaître cette formule avec les unités. Le poids en newton, la masse en kilogrammes. Je vais avoir des données sur le côté. Ici, j'ai la masse qui vaut 80 kg et l'intensité du champ de pesanteur qui vaut 9,81 newtons par kilogramme. Je les écris donc que l'intensité du champ de pesanteur vaut 9,81 newtons par kilogramme, que la masse vaut 80,0 kg. Je vais donc maintenant pouvoir passer à la déduction, c'est-à-dire utiliser la formule, puisque je n'ai pas de conversion à faire, et donc j'en déduis que le poids est égal à 784,8, ça c'est le résultat que j'ai avec ma calculatrice, mais vous constatez que les nombres ici ont trois chiffres significatifs, 8, 0 et 0, ainsi que celui-ci n'a que trois chiffres significatifs, 9, 8 et 1. Ça implique que le résultat doit lui aussi avoir trois chiffres significatifs, c'est-à-dire ici 7, 8 et 5, soit 785 newtons. Nous avons donc comme résultat final 785 newtons, et donc j'écris que le poids de cet homme de 80 kg vaut sur Terre 785 newtons. Ce qui suppose que si j'étais autre part que sur la Terre, ce poids n'aurait pas la même valeur, ce qui est vrai, car la masse va rester la même, mais l'intensité du champ de pesanteur est locale, c'est-à-dire à l'endroit où on se trouve. Sur Terre, il a une valeur, en plus, en fonction de l'altitude, cette valeur va changer, mais sur la Lune, il aura une autre valeur, sur le Soleil, encore une autre valeur. Dans l'exercice 2, nous cherchons à calculer la force d'attraction gravitationnelle. Je cherche à calculer cette force exercée par la Terre sur une masse de 80 kg. Qu'est-ce que je sais? Je sais que la force d'attraction gravitationnelle s'exprime avec cette formule. Je l'ai trouvée dans mes unités, n'importe quoi, dans mes données qui sont présentes ici. L'expression regroupe là une constante, puis après des valeurs qui seront à trouver dans le texte ou bien dans les données. Dans cette formule, il faut noter que la force s'exprime en newtons, la masse de la Terre et la masse de l'objet en kilogrammes, et la distance, ici le rayon, en mètres. G, quant à elle, est une constante. On l'appelle la constante de gravitation universelle. Elle est donnée sur le côté gauche. Je prends justement les données qui sont là. Alors vous voyez, je vais ici tirer ces données, les positionner dans ma liste ici de je sais que. Je prendrai aussi cette donnée qui est la masse de l'objet que je mettrai dans je sais que. Ensuite, je vais être obligé de faire une déduction parce que méfiez-vous, dans la formule, R, certes, est en mètres, mais R est le rayon et non pas le diamètre. Donc, du diamètre, il va falloir le diviser par 2 de façon à obtenir un rayon, puisque le rayon, c'est la moitié du diamètre. On passe donc de 12 740 km à 6 370 en ayant divisé le diamètre par 2. Maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir en déduire? Eh bien, je vais en déduire qu'il faut faire une conversion, puisque le rayon est en kilomètres, alors que moi je le veux en mètres. J'utilise ce tableau de conversion, où je place l'unité du nombre ici dans l'unité de mesure. Donc j'avais 6370, c'est-à-dire que le 0 ici était l'unité du nombre. Je la place dans la colonne des kilomètres, qui est l'unité de mesure. Puis je mets les dizaines, les centaines et les milliers. Et enfin, pour lire dans la nouvelle unité qui m'intéresse, savoir les mètres, eh bien, je vais compléter toutes les colonnes vides par des zéros. Ainsi, j'obtiens la valeur qui est écrite sur la feuille, sur votre écran, soit 6 370 000 mètres. Je remplace
toutes les lettres par les valeurs que j'avais trouvées dans les données et dans les conversions. Je fais mon calcul à l'aide de la calculatrice et je trouve à la calculatrice la valeur de 785,1 newtons. Alors pourquoi est-ce que j'arrondis à 3 chiffres significatifs? Eh bien parce que vous avez ici la constante qui en contient 3, la masse de la Terre qui en contient 3 chiffres significatifs, la masse de l'objet 3 chiffres significatifs. En revanche, la distance est supérieure au nombre de chiffres significatifs, elle est plus grande que 3. Donc je prends le nombre qui en a le moins de chiffres significatifs. Ici c'est 3, ce qui explique pourquoi le résultat est avec 3 chiffres significatifs, c'est-à-dire 785 newtons. Attention, ici j'avais donc un quatrième chiffre que je vais supprimer, mais je le supprime en arrondissant, c'est-à-dire ici c'est un 1, qui est donc plus proche de 785 que de 786, mais si j'avais eu un 7 par exemple, j'aurais dû arrondir à 786 newtons. Ainsi donc, j'écris comme phrase de conclusion que la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur une masse de 80 kg vaut 785 newtons. Remarque, le poids P, celui qui a été calculé dans l'exercice 1 d'un homme de 80 kg, vaut 785 newtons. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien, on peut en déduire que le poids vaut la force d'attraction gravitationnelle de la même masse exercée par la Terre sur la masse. En d'autres termes, le poids est un raccourci en termes de formule, mais aussi en termes de prononciation. On dit juste le poids, on ne dit pas la force d'attraction gravitationnelle exercée de la Terre sur un objet. Et donc ça permet de dire plus simplement la même chose, et c'est pourquoi les deux valeurs sont égales. De la première remarque, on va aussi pouvoir comparer, en comparant les deux formules, celle du poids, je vous rappelle qu'il vaut P est égal à M fois G, eh bien on va pouvoir en déduire qu'il y a une égalité entre le petit g de la relation mathématique du poids, P est égal à M fois G, et un ensemble de lettres à l'intérieur de la relation de la force d'attraction gravitationnelle, donc grand F, et on s'aperçoit, et c'est assez intéressant, alors bien sûr on va un peu plus loin que dans notre cours, hein, donc c'est pas la peine de l'apprendre par cœur, mais il faut savoir peut-être le retrouver, si jamais en contrôle dans un exercice de niveau 4, je vous demande de pouvoir retrouver cette égalité, il faut savoir comment le faire. Et à ce moment-là, vous obtiendrez cette égalité-là, et si on vous demande de calculer G, ben maintenant vous avez les armes pour le faire, puisqu'il suffit d'avoir la constante de gravitation universelle qui est dans les données, elle est là. Il suffit d'avoir aussi la masse de la Terre, et enfin d'avoir bien sûr le rayon ou le diamètre. Si on a le diamètre, il faut diviser pour obtenir le rayon de l'astre en question, ici c'était la Terre. Voilà. Exercice numéro 3. Je cherche à calculer la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Lune sur un homme de masse 80 kg. Donc cette fois-ci, c'est plus la Terre, mais la Lune, qui va attirer un homme, donc un astronaute, qui est à sa surface. Alors, je sais que quoi? Eh bien, je sais que la force d'attraction gravitationnelle, qui est entre guillemets universelle, va s'appliquer à la Lune de la manière suivante. En utilisant cette fois-ci comme formule toujours la même, à savoir la force d'attraction gravitationnelle est égale à G, qui est la constante de gravitation universelle, fois la masse, mais cette fois-ci c'est la masse de la Lune, et non plus la masse de la Terre, puisque nous sommes sur la Lune. La masse de l'objet est toujours 80 kg, celle de l'homme. Le rayon ici, attention, n'est plus celui de la Terre, mais celui de la Lune, vous l'auriez compris, la Lune qui est donc le nouvel astre sur lequel nous allons travailler. La force s'exprime en newton, la masse de la Lune est celle de l'objet, ici l'homme est en kilogrammes, le rayon est en mètres. Nous avons bien sûr G qui est donné, qui vaut les valeurs qui sont ici. Donc on va écrire les valeurs, on va avoir besoin de la constante de gravitation universelle, de la masse de la Lune, de la masse de l'objet, ici l'homme, et enfin du rayon de la Lune, mais hélas, comme vous le voyez, ici c'est le diamètre de la Lune qui est donné, c'est pourquoi il y a marqué attention conversion, car le diamètre est en kilomètres, et il va falloir le convertir en mètres. Alors dans un premier temps, le diamètre est transformé en rayon, en le divisant par 2. Pourquoi est-ce qu'on divise par 2? Tout simplement parce qu'un rayon est 2 fois plus petit que le diamètre, et une fois qu'on aura fait ça, il faudra faire la conversion des kilomètres en mètres. J'en déduis donc qu'il y a besoin de faire une conversion, que la conversion du rayon de la Lune qui vaut 1735 km vaut en tout 1 735 000 mètres.
Alors comme d'habitude, vous avez ici l'unité de mesure, là l'unité du nombre. Vous allez chercher dans le tableau où se situe l'unité de la mesure, c'est ici. L'unité du nombre, vous allez le placer dans la colonne de l'unité de la mesure. Puis après, vous placerez les dizaines, les centaines et les milliers dans le cas de figure qui est présent ici. Vous cherchez ensuite à compléter le tableau parce qu'on veut lire en mètres. Or, les cases là sont vides. Chaque case vide est remplacée par un 0, comme vous le voyez. Ici, on en rajoute 3. Et on lira donc que 1735 km valent 1 735 000 mètres. On remplace toutes les lettres de la formule par leur valeur. On utilise notre calculatrice, et à la calculatrice, nous trouvons que le résultat numérique vaut 130,3 newtons. Comme d'habitude, nous inspectons chacun des nombres, nous comptons le nombre de chiffres que ces nombres comptent. Ici, pour l'instant, à chaque fois 3 chiffres significatifs. Là aussi, 3 chiffres significatifs. Le rayon, quant à lui, contient plus de chiffres significatifs que 3. Mais ce qui va imposer le nombre de chiffres significatifs dans le résultat est le nombre qui en contient le moins. Ici, le nombre qui en contient le moins, c'est 3 chiffres significatifs, d'où un résultat de 130 newtons qui compte 3 chiffres significatifs. On conclut avec la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Lune sur une masse de 80 kg vaut 130 newtons. Remarque, je sais que sur Terre, on l'a fait tout à l'heure, le poids, qui est égal aussi à la force d'attraction gravitationnelle, attention, avec la masse de la Terre, le rayon de la Terre, et non pas qu'on vient de le faire avec la masse de la Lune et le rayon de la Lune, vaut 785 newtons. J'en déduis que la force d'attraction gravitationnelle sur la Lune est donc 6 fois moins importante que sur Terre. Oui, parce que si vous faites 785 divisé par 130, vous obtenez à peu près 6. De la même manière, on pourrait calculer l'intensité du champ de pesanteur terrestre, 9,81 newtons par kilogramme, à l'altitude de 0 m, et la comparer à celui de la Lune, qu'on pourrait calculer à l'aide de la formule. Regardez à ce moment-là dans la fin de l'exercice 2, ça vous aidera. Eh bien, on trouverait de la même manière que l'intensité du champ de pesanteur local sur Terre est 6 fois plus élevée que l'intensité de champ de pesanteur local sur la Lune. Pour l'exercice numéro 4, je vous encourage à lire le PDF qui va être dans Pronote ou bien sur le site Pearltrees ou encore sur un Padlet ou encore sur un autre type de support qui vous permettra de lire ce PDF car il est trop dense pour être placé dans cette vidéo. À lui seul, il ferait peut-être autant, voire plus long encore que cette vidéo-là. Exercice numéro 5, nous sommes partis sur les conversions. Alors, un petit rappel, 1 heure vaut 60 minutes et 1 minute vaut 60 secondes. D'où 1 heure qui vaut bien sûr 60 minutes, mais comme chaque minute vaut 60 secondes, on a donc 60 minutes fois 60 secondes pour trouver le nombre de secondes contenues dans 1 heure. Si on fait 60 fois 60, on trouve 3600 secondes. Cherchons maintenant que vaut 1 heure et 45 minutes en secondes. Notre objectif est donc de trouver la valeur en secondes. On va faire 2 parties. On va d'abord calculer pour 1 heure. 1 heure, c'est 60 minutes, fois 60 secondes, soit 3600 secondes. Puis, nous nous occupons de 45 minutes. 45 minutes, c'est donc les 45 minutes, fois 60 secondes, soit en tout 2700 secondes. Il nous reste donc à additionner l'heure avec les 45 minutes pour obtenir la valeur totale en secondes, soit 6300 secondes. Ensuite, que vaut 1 mètre par seconde en kilomètres par heure? Alors méfions-nous, car nous passons des mètres par seconde au kilomètres par heure. On s'aperçoit que les mètres doivent être convertis en kilomètres, mais également que les secondes doivent être converties en heures. C'est donc une double conversion. On va d'abord commencer par s'intéresser à ce que vaut 1 mètre en kilomètres. On utilise un tableau de conversion. On part donc ici du mètre. Il vaut 1 et on va le convertir en kilomètres, c'est-à-dire qu'on va rajouter des zéros et une virgule pour pouvoir lire convenablement que 1 mètre vaut 0,001 km, soit 1 millième de kilomètre.
Ensuite, le par seconde signifie quoi? Eh bien, ça veut dire que pour une seconde, on cherche à transformer en heure. Alors, je sais que 1 heure vaut 3600 secondes, c'est dans les rappels, et donc j'en déduis que 1 seconde vaut 1/3600e d'heure. Reprenons. Si 1 heure vaut 3600 secondes, donc 1 seconde vaut 1 heure divisée par 3600. J'en déduis donc que 1 mètre par seconde vaut, comme on le voit ici, écrit 0,001 km divisé par la valeur en heure d'une seconde, c'est-à-dire 1/3600e. Et n'oubliez pas ici, lorsque vous avez par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Vous avez 2 divisé par 1 demi, eh bien ça fait égal à 2 fois 2 divisé par 1. La fraction ici est renversée en multiplication. On obtient donc ici, ou sinon vous utilisez la calculatrice en faisant des résultats intermédiaires et vous trouverez la même chose. On obtient donc que 1 mètre par seconde vaut 3,6 km par heure. Continuons. 4,5 ampères en kiloampères. J'utilise un tableau de conversion. Je vous rappelle que je place dans la colonne ici des ampères parce que je pars de cette unité au départ. C'est mon unité de mesure, l'ampère. Je place dans ce nombre de la colonne ampère l'unité de ce nombre, c'est le 4. Je mets la virgule. Je rajoute le 5 à sa droite qui est les dixièmes. Puis, je veux le lire en kiloampères. Les colonnes sont vides, je mets des zéros. Je vais mettre le 0 à l'endroit où je souhaite lire avec la virgule, et ainsi je trouve que 4,5 ampères valent 0,0045 kA. 6 watts vaut combien en milliwatts? J'utilise encore un tableau de conversion. Ici, je pars des watts comme unité de mesure. Je vais mettre 6 qui est l'unité dans la colonne des watts. J'ai donc mis 6 ici. Je veux lire en milliwatts. Je place donc autant de zéros que nécessaire pour arriver dans la dernière colonne, celle des milliwatts. Et je vais dire que 6 watts valent 6000 milliwatts. 50 km valent combien de millimètres? Même topo, je lis ici que l'unité de mesure est le kilomètre, que l'unité du nombre est le 0, et donc je vais placer ici les kilomètres, l'unité du nombre, je le place dans la colonne des kilomètres, et la dizaine à gauche. Puis, je vais lire en millimètres, et donc pour lire en millimètres, je complète du nombre de zéros nécessaires pour chaque colonne. J'obtiens donc que 50 km valent 50 millions de millimètres. Enfin, 5 MHz valent combien en Hertz? J'utilise le tableau de conversion. J'ai ici des mégahertz, qui est mon unité de mesure. J'ai le nombre qui précède l'unité ici qui vaut 5. Je placerai donc le 5 dans la colonne des mégahertz. Puis, je mettrai un 0 à chaque colonne vide pour arriver à lire en Hertz. Je trouverai donc ici que 5 MHz valent 5 millions de Hertz. Convertissons à l'aide du tableau de conversion. 1 mégawatt vaut combien en watts? Alors, pour pouvoir convertir, j'utilise toujours la même méthode, à savoir je cherche quelle est l'unité de mesure. Ici, c'est le mégawatt. Je la repère dans mon tableau de conversion. L'unité de mesure est là. Ensuite, le nombre qui précède mon unité de mesure, ici, est juste un 1, donc une unité. L'unité ici est le 1. Je place cette unité dans la colonne de l'unité de mesure. Puis, je cherche quelle est l'unité dans laquelle je veux lire cette valeur. Ici, c'est le watt. Je me retrouve à l'autre bout du tableau, ici. Il va donc falloir que je place des zéros pour arriver à lire en watts. Un zéro par colonne. Et je vais donc lire qu'ici, 1 mégawatt vaut 1 million de watts. Commençons aussi à nous rapprocher de l'écriture scientifique. 1 million, c'est long à écrire. On voit qu'on peut écrire d'une autre manière 1 million en utilisant les puissances de 10. Ici, ça vaut 10 puissance 6 watts, c'est-à-dire 1 million de watts. Comment est-ce que je fais? Je compte le nombre de zéros. J'ai 6 zéros et je place ici, en exposant de la puissance de 10, le nombre de zéros que j'ai calculé, que j'ai mesuré.
Passons maintenant à 4,756 mètres à convertir en micromètres. J'utilise le tableau de conversion suivant. J'ai l'unité de mesure ici qui est le mètre et un nombre qui le précède. Je vais donc placer dans mon tableau de conversion cette unité de mesure qui est le mètre. Je vais regarder dans le nombre qui précède mon unité de mesure où est l'unité. Ici, le 4 est l'unité du nombre qui précède la grandeur mètre. Je place le 4 dans la colonne de la grandeur mètre, je mets ma virgule et je place les dixièmes, les centièmes et les millièmes. Mais je ne suis toujours pas arrivé à ce qui m'intéresse, à savoir les micromètres. Je vais donc compléter les colonnes qui sont vides par des zéros. Je vais décaler la virgule jusqu'à lire en micromètres, et je lirai que 4,756 mètres valent 4 756 000 micromètres. Troisième point, 2,7 milliampères. Alors, ici, je vais utiliser le tableau de conversion avec les milliampères comme unité de mesure et le 2 ici comme l'unité du nombre qui précède cette unité de mesure. L'unité de mesure est ici, dans la colonne milliampères. Je placerai donc l'unité du nombre, à savoir le 2. Plaçant la virgule, je mettrai le 7 des dixièmes à droite. Mais je veux lire tout ça en kiloampères. Les kiloampères, pour les lire, il va falloir que je remplisse jusqu'au kiloampère avec des nombres, et ces nombres, ce sont des zéros, des chiffres qui sont des zéros. Je placerai la virgule au niveau de ma lecture de la colonne des kiloampères. J'obtiendrai donc 0,000027 kiloampères. Vous apercevez qu'ici, il y a beaucoup de zéros à lire. On va faire une conversion pour se rapprocher, comme je le disais tout à l'heure, de l'écriture scientifique. Alors l'écriture scientifique, c'est un nombre ici qui précède la puissance de 10. Ce nombre ne doit jamais être plus petit que 1, ni plus grand que 10. Enfin, en gros, ça peut pas être à 10. On va avoir par exemple 1, quelque chose, jusqu'à 9, quelque chose, mais on ne pourra ni avoir 10, ni avoir 0 quelque chose. Ensuite, je vais compter, pour pouvoir avoir le 2,7, le nombre de fois où je suis obligé de décaler la virgule vers la droite pour arriver au 2,7. Alors si je mets la virgule ici, vous voyez, j'ai de cette virgule-là à celle-ci, pour la décaler, j'ai 6 rangs de décalage, que je retrouve dans ma puissance ici, en mettant un moins devant, soit 2,7 10 puissance moins 6 kA. Je vais me permettre de vous renvoyer vers le cours de mathématiques qui, je crois, vous explique comment vous servir des puissances de 10 et comment passer aussi de cette écriture avec beaucoup de zéros vers une écriture simplifiée qu'on appelle l'écriture scientifique. Nouveau cas, 7 fois 10 puissance 3 mètres. Combien ça fait en kilomètres? J'utilise le tableau de conversion. Comme j'ai des flèches précédentes qui masquent un petit peu, je ne vais pas compléter ce tableau. Mais comme à l'accoutumée, nous allons utiliser ici l'unité de mesure. Alors méfiez-vous, parce qu'il faut faire très attention à quelque chose, c'est qu'ici on a des puissances de 10. Donc le 7, là, n'est pas l'unité. Non, non, non. Puisqu'il y a derrière 10 puissance 3, c'est-à-dire 1000. Ici, il faut comprendre que ça fait 7000 mètres. Et donc, l'unité ici, c'est un 0, et non pas le 7. Ne vous faites pas avoir. Et puis après, il suffit de lire dans la colonne des kilomètres, et on obtient que ça fait 7 km. 4,85 kV, ici, l'unité de mesure est le kilovolt. L'unité du nombre qui précède kilovolt est 4. Dans la colonne kilovolt, je place donc l'unité, la virgule, je mets 8 pour les dixièmes, 5 pour les centièmes. Je vais lire en volts, et pour lire en volts, il faut que je convertisse, je m'excuse. Il faut que je rajoute un 0 par colonne vide. Je place ma virgule ici, et je lis que 4,85 kV vaut 4850 volts. Dernière conversion, 52,4 méganewtons en kilonewton. L'unité de mesure est le méganewton. L'unité du nombre qui précède cette unité de mesure est le 2. Je place donc dans la colonne méganewton le 2. Je mets aussi ma virgule à cet endroit. Je place le 5 à gauche du chiffre 2 puisque le 5 est une dizaine. Et à droite de la virgule, le 4 qui est un dixième.
Puis, je vais chercher à compléter les colonnes manquantes par des zéros pour arriver au kilonewton. Je trouverai donc que 52,4 méganewtons est égal à 52 400 kilonewtons. Passons maintenant à un autre type de conversion. Passons aux conversions à l'aide du temps. Alors, 1 heure vaut combien de secondes? Eh bien, je sais qu'une heure vaut 60 minutes, qu'une minute vaut 60 secondes. J'en déduis donc qu'une heure vaut 60 minutes fois 60 secondes, soit 3600 secondes. Continuons. Un jour vaut combien en secondes? Alors, je sais qu'un jour vaut 24 heures. Ensuite, j'ai calculé déjà ici la valeur d'une heure. Donc, un jour, c'est 24 fois 3600 secondes, soit 86 400 secondes. Ça commence à faire. Hein. Et maintenant, si je cherche à avoir un an en secondes, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais dire qu'un an vaut 365 jours,25. Et oui, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons des années bissextiles tous les 4 ans, pour rattraper ce quart de jour de chaque année. Et donc avoir 366 jours les années bissextiles. Alors, la plupart du temps, c'est non bissextile, ce qui veut donc dire on va prendre soit 365,25, soit, pour une année calendaire, 365 jours. Et on va faire quoi? Eh bien, on va servir de l'exercice précédent. Puisqu'on a calculé la valeur du jour en secondes, on va donc en déduire qu'un an, c'est 365 jours fois 86 400, soit 31 536 000 secondes. Maintenant, revenons des choses différentes. 1 heure et 47 minutes, ça fait combien en secondes? Eh bien, nous allons décomposer. On va d'abord convertir 1 heure en secondes. Je sais que 1 heure, ça fait 3600 secondes, voire l'exercice numéro 1. Que je vais rajouter, d'où l'histoire du plus, 47 minutes, mais que ces 47 minutes, chaque minute vaut 60 secondes. Donc 47 minutes vaut 47 fois 60 secondes. Je fais attention à faire l'ordre des priorités avec ma calculatrice. Je commence par d'abord calculer ce résultat, puis je l'additionne à 3600, et je trouve en tout 6420 secondes. Passons maintenant à cet exercice, 13 500 secondes en heures, en minutes et en secondes. Eh bien, je vais commencer par diviser 13 500 secondes par 3600. J'obtiens 3,75 heures. Je peux dire que c'est 3 heures et qu'ici, ça va faire des secondes. Mais combien? Je multiplie par 3600. Alors, c'est peut-être pas la meilleure des choses. J'aurais peut-être pu multiplier juste par 60 pour trouver des minutes. Mais bon, j'ai fait ce choix-là. Je trouve que ça fait 3 heures et 2600 secondes. Et alors là, vous voyez, c'est là où je ne suis pas très futé. J'ai fait 3 heures et 2700 secondes divisé par 60 pour trouver des minutes. J'ai perdu du temps. J'aurais pu ici faire directement fois 60 minutes et j'aurais obtenu le même résultat, soit 3 heures et 45 minutes. Remarque, on pouvait aussi s'apercevoir directement que 0,75 heures, c'est-à-dire ici, là, eh bien ça vaut 3 quarts d'heure. Et donc 45 minutes. Et on tombait sur le même résultat, 3 heures 45 minutes. Sixième et dernier exercice, pour 45,7 minutes, ça fait combien de secondes? Eh bien, je prends 45,7 minutes, chaque minute est composée de 60 secondes, et donc je fais une proportionnalité, puisqu'une minute vaut 60 secondes, donc j'en déduis que 45,7 minutes valent 45,7 minutes fois 60 secondes, c'est la proportionnalité pour trouver la valeur en secondes de 45,7 minutes, c'est-à-dire 2741 secondes. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo qui vous a, je l'espère, aidé à mieux comprendre les exercices du chapitre.